Aujourd'hui, on ne va pas dire que les Occidentaux ne seront pas un frein. Ils seront un frein à toute émergence d'une rivalité quelconque, même si elle n'est pas agressive, même si elle a juste tendance à vouloir s'émanciper de cette emprise. Bonjour, Monsieur le ministre. Ravi de vous avoir dans cet entretien et merci pour le temps que vous nous accordez. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Tout aussi enchanté de partager avec vous ces quelques moments d'échange que j'espère fructueux pour nos deux parties et pour les Merci, auditeurs. merci. La première question qui est une question d'actualité, hein, l'actualité oblige, c'est la réélection de Lula da Silva comme président du Brésil. Euh, Lula est le président qui a contribué énormément au lancement des BRICS et durant ces deux mandats, il a quand même beaucoup fait pour l'Afrique. Il a visité au moins 27 pays africains, il a aidé dans le domaine de l'industrie, de l'agriculture, mais cette dynamique s'est pas mal ralentie durant le mandat du président sortant. Comment voyez-vous cette réélection et est-ce que vous pensez que la réélection de Lula peut apporter un coup d'accélérateur à la dynamique des BRICS, notamment dans le contexte actuel? Pour ainsi dire, personnellement, je m'attendais à la réélection du président Da Silva, malgré tous les déboires qu'il a eus déjà précédemment. Il a eu quand même beaucoup de problèmes judiciaires, je dirais même de cabale politico-judiciaire, dans ce grand pays d'Amérique latine qui est le Brésil. On va rester déjà au début dans le cadre interne brésilien, parce que le Brésil, ce que beaucoup peut-être ignorent, est quand même un géant industriel, un géant agricole surtout, de par sa superficie, de par la fertilité de ses sols, de son hydrologie quand même qui est importante, mais qui s'est lancé dans le domaine industriel. Le Brésil est arrivé à avoir des groupes industriels qui produisent des avions. Ce n'est pas des essais, c'est quand même une grande compagnie, Bondérante, Embraer. Donc, ce genre de pays qu'on qualifie d'émergent, mais qui pourrait ne pas être du tout émergent, mais qui pourrait devenir, qui a tous les atouts pour devenir une grande puissance économique, doit être d'une manière ou d'une autre gouverné par quelqu'un qui croit en la destinée de ce pays. Mhm. Quelqu'un qui n'est pas pris en otage par une oligarchie dominante ou par un système ou de grosses fortunes locales, de grosses fortunes capitalistiques, pourrait orienter la destinée du pays vers des intérêts éphémères, des intérêts temporaires et surtout des intérêts oligarchiques. Lola était un petit peu, depuis le début du XXIe siècle, l'antithèse justement de cette vision capitalistique du monde. Il voulait un grand Brésil, il le veut toujours d'ailleurs, même le peuple brésilien croit en sa volonté, en ses ambitions. Mais il le voulait aussi en même temps au service du Brésil et pas au service des grandes fortunes. Donc il voulait créer quand même une dynamique économique brésilienne intrinsèque, mais qui ne se déconnecte pas de son environnement naturel, qui justement est le continent le plus convoité de la planète, en l'occurrence le nôtre, l'Afrique, parce que l'Afrique a le bonheur et en même temps le malheur d'être doté de ressources et d'avoir été le dernier pays à s'être libéré de l'emprise coloniale. Donc c'est le Mhm. dernier continent sur Terre à avoir pu accéder à l'indépendance d'une manière ou d'une autre. Et beaucoup des pays africains nouvellement indépendants étaient déjà initialement déstructurés au plan tribal, au plan ethnique, ou même, je dirais, au plan politique. Et le colonialisme a fait perdurer justement cette déstructuration et le néocolonialisme a voulu la pérenniser. Lula da Silva, en sillonnant pratiquement tous les pays d'Afrique, ne l'a pas fait seulement en bon samaritain, mais tout simplement parce qu'il croit qu'un pays émergent comme le Brésil a beaucoup à apporter à l'Afrique, parce qu'à un moment donné, on était équivalent en matière de développement, mais qu'il a aussi beaucoup à attendre de l'Afrique. Moi, personnellement, en tant qu'Africain, j'estime que c'est avec ce genre de puissance émergente, entre autres, il y a aussi le reste des BRICS, qu'on devrait justement créer un groupe d'intérêts économiques communs. Et nous avons une destinée commune.
Quand on parle de destinée commune, ce n'est pas idéologique, ce n'est pas Mhm. ethnique. Je dirais ça transcende ce qui est traditionnellement admis comme des points communs. C'est une destinée commune parce que nous avons en face une logique qui nous croit qu'en l'accumulation du capital à tous les prix, par tous les moyens possibles et imaginables, et au détriment pratiquement des segments les plus faibles, Mhm. même ceux qui veulent émerger. Donc, à partir du moment où nous sommes sûrs maintenant que nous avons en face de nous un bloc qui fera en sorte qu'on n'émergera jamais, et il est utile justement de s'allier au niveau africain avec les blocs qui pensent que notre émergence éventuelle ne sera pas une menace pour la leur, mais qu'elle Mhm. sera complémentaire avec la leur. D'accord. Et dans le contexte créé, donc le contexte mondial engendré par l'opération spéciale russe en Ukraine, et où vraiment ce groupe eurasiatique, notamment sous le leadership de la Russie et de la Chine, mais avec l'élection de Lula da Silva au Brésil, est-ce que vous pensez que l'ancien ordre mondial qui était dominé par les Occidentaux, les Européens, notamment les anciennes puissances coloniales, va quand même, ne sera plus, disons, un frein à l'arrivée de nouveaux partenaires que vous appelez, vous, de vos souhaits, et qui pourraient justement lancer quelque chose de sérieux et donner les moyens de développement dignes et décents aux Africains. Vous savez, à travers toute l'histoire de l'humanité, aucun empire ne s'est constitué et n'a perduré sans essayer par tous les moyens d'empêcher une rivalité quelconque. Même Rome a essayé par tous les moyens et a réussi quand même à un moment donné à juguler puis à faire disparaître Carthage, qui était pratiquement la menace du moment pour l'hégémonie romaine. Donc aujourd'hui, on ne va pas dire que les Occidentaux ne seront pas un frein. Ils seront un frein à toute émergence d'une rivalité quelconque, même si elle n'est pas agressive, même si elle a juste tendance à vouloir s'émanciper de cette emprise. Quand on arrive à un certain stade d'emprise sur le reste du monde, il est difficile d'accepter, il est difficile de croire que quelqu'un vienne réduire cette emprise, même d'un tout petit pourcentage. Aujourd'hui, nous avons en face de cet empire justement qui s'est constitué à travers les siècles, parce que ce n'est pas un empire récent. L'Empire occidental, c'est le fruit quand même de conquêtes qui datent du XVe siècle jusqu'à nos jours. Ça change un petit peu de visage, mais ça ne change pas au fond de moyens. Même la canonnière, elle est toujours existante jusqu'à l'heure où je vous parle. Quand Mhm. il n'y a plus d'arguments pseudo-politiques, c'est les porte-avions qui vont terminer le travail. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il baisse les bras, à ce qu'il laisse tomber la partie comme ça, juste parce qu'on a décidé d'émerger. C'est justement l'occasion de réfléchir à tous les moyens possibles de renforcer le bloc le plus fort en ce moment qui émerge justement comme une alternative pour toute l'humanité. Je dirais même pour certains pays occidentaux qui sont considérés comme la cinquième roue de la charrette. Cette alternative qui justement s'affiche comme étant une alternative de groupe et non pas d'empire, une alternative qui ne repose pas sur l'emprise ni d'un groupe, ni d'un sous-ensemble sur le reste de la planète au plan économique, qui se compose justement en ce moment d'un noyau dur qui est les BRICS. Je crois que les membres du BRICS actuels devraient inviter à les rejoindre les pays les plus proches de l'émergence économique et les pays africains les plus solides économiquement devraient justement essayer de rejoindre ce groupe le plus tôt possible pour essayer déjà politiquement d'annoncer la couleur, si je peux dire ainsi, à l'Occident en disant que game is over, cette logique capitalistique qui permet à 10% de l'humanité de consommer 80% de ses richesses ne tient plus la route. Et maintenant, une dernière question sur ce sujet. Concrètement, dans quel secteur vous estimez qu'il est possible que les pays africains établissent des partenariats gagnant-gagnant, les aidant à se développer avec le Brésil, avec la chance de, re- de- du- donnée par le retour du président Lula?
Vous savez, les pays africains ne sont pas homogènes en termes de potentialité, en termes d'atouts et de traditions économiques. Donc, certains gagneraient beaucoup justement à faire du partenariat agricole avec un géant agricole et un géant en matière je dirais, d'industrie agroalimentaire. Donc, le Brésil a beaucoup de choses à apporter comme expérience à l'Afrique, mais aussi, il aimerait bien étendre justement ces exploitations, étendre un petit peu ces activités à un continent qui partage beaucoup de choses avec le continent sud-américain, ne serait-ce qu'en termes de pluviométrie, plus bas que le Sahel, et en termes de nature des sols. Donc, on peut dire qu'à partir du Burkina Faso jusqu'au Congo, le Brésil a un rôle à jouer. Je dirais dans le domaine minier aussi, les Brésiliens, ils sont assez quand même assez bien étoffés, ils ont quand même 2 siècles d'expérience en la matière, donc ils peuvent apporter leur savoir-faire aux Africains qui aujourd'hui pratiquement donnent des concessions minières à des groupes capitalistiques qui ne rendent pas le dixième, peut-être je dirais maximum, peut-être le cinquième de ce qu'ils prennent à ces pays dont sont originaires ces ressources. Mais dans le cadre des BRICS, ce serait mieux parce qu'il y a d'autres membres des BRICS qui sont tout aussi spécialisés dans le domaine minier, qui sont tout aussi intéressés d'ailleurs, comme la Chine et la Russie, pour pouvoir justement prendre en charge l'exploitation des ressources minières africaines au profit de toutes les parties, à commencer bien sûr par les Africains eux-mêmes qui sont les propriétaires de ces ressources, ce que les Occidentaux refusent justement jusqu'à présent. On est donc à un jour de la commémoration du 1er novembre 1954. C'est le jour du déclenchement de la révolution algérienne qui a mené à l'indépendance en 1962. Est-ce que vous pensez, une question donc au-delà du débat en général qui s'est répété 1000 fois sur les questions mémorielles, bien que c'est très important, en particulier sur les problèmes qui sont posés d'un point de vue pratique, comme les essais nucléaires la restitution des archives et ainsi de suite. Mais moi, j'aimerais bien vous poser la première question. Est-ce que vous pensez que l'Algérie et au-delà de l'Algérie, on regarde dans tous les pays africains, après 70 ans presque d'indépendance, est-ce qu'ils sont vraiment indépendants ou ils sont toujours pris dans les griffes du néocolonialisme qui est une mutation du colonialisme et qui les a gardés dans une espèce d'atmosphère colonisée parce qu'en réalité, ils n'ont pas accédé à la modernité, ils n'ont pas accédé à des pays, au développement nécessaire pour une vie digne de leur population. Vous savez, en ce qui concerne le gros des pays africains, l'Algérie incluse, bien sûr, certaines parties dans ces pays vivent le colonialisme comme une sorte de divorce, pas comme une sorte de libération d'un intrus. Donc, quand on vit une situation de divorce, on a toujours des fois tendance à avoir une certaine affection ou affectivité pour l'ex-conjoint. Donc, il est question de questions mémorielles, il est question de discuter de qui a tort et qui a raison sur certains points de détail précis. Vous veniez de citer tout à l'heure l'histoire des essais nucléaires et chimiques en Algérie qui ont été faits durant la période coloniale par le colonisateur et même qui ont été faits après justement de la libération du pays suite à un accord portant justement sur l'autorisation temporaire de ces essais, je ne crois pas qu'il y a moyen de négocier justement ce genre de problème en étant en position de faiblesse ou de donner des concessions en contrepartie d'autres pseudo-concessions sur ces problèmes qui normalement juridiquement ne relèvent que d'une seule partie. Donc la partie qui a fait les essais nucléaires sur les terres d'autrui. Maintenant, si on entre dans les questions mémorielles, dans les arguties juridiques, sur qui a autorisé quoi, sur quelle est la couverture légale de ce qui a été fait, on n'en sortira jamais. Et à chaque fois qu'on pose ce genre de postulat, en face, on nous pose des conditions économiques, justement, de pérennisation de l'indépendance, de la dépendance économique, moyennant quelques concessions sur les questions de mémoire. Moi, je l'ai dit, je le redis, je suis clair. Je n'ai aucune mémoire commune à discuter avec l'intrus d'hier.
chacun sa mémoire. Eux, ils ont leur mémoire et c'est leur droit de l'avoir. Et je pense que dans leur mémoire, ce n'était pas une agression que d'être venu chez eux. C'était une victoire, une conquête et peut-être même une œuvre civilisatrice. Ça, c'est leur mémoire. Moi, dans ma mémoire, c'est une agression d'une entité étrangère contre mes ancêtres. Donc, à partir du premier jour où ils ont débarqué chez moi, et tout ce qui a été fait de leur part est criminel. Et tout ce qui a été fait de ma part est de la légitime défense. Rien ne se discute après. Je ne suis pas prêt à discuter les détails de qui a tué qui a fait quoi, qui a attaqué le premier, qui a attaqué le dernier. Pour moi, il y a eu une agression. Elle a commencé le 14 juin 1830 sur les places de Sidi Proche. Elle s'est terminée le 5 juillet 1962. Et cette agression-là, elle ne mérite pratiquement aucune discussion de détails. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui vous disent, j'ai lu le rapport Stora, il est entré même dans les petits détails de l'insurrection de Philippeville, de Skikda en 1955, pour savoir qui a attaqué le premier, qui a attaqué telle famille, qui a sauvé telle famille. Mais, cher ami, ça ne s'est pas passé à Marseille ou à Dunkerque, ça s'est passé à Skikda. Donc, qui a attaqué qui a été le premier ou le dernier? Je crois que le premier, c'était en 1830. Et tout le reste, il coule de source. Donc, nous ne pouvons pas entrer dans ce piège mémoriel que nous allons discutailler pendant des décennies et rester une jachère industrielle, une jachère économique qui essaie de négocier des partenariats boiteux avec une partie que nous savons pertinemment inapte et incapable de nous proposer un autre modèle que celui de la domination perpétuelle, pour nous et les autres Africains d'ailleurs. Maintenant, il s'agit de l'accepter ou de le refuser. Moi, personnellement, je l'ai refusé. D'accord. Donc, en tant que ministre de l'Industrie, moi, j'ai vu l'interview que vous avez qui est extrêmement intéressante et extrêmement profonde parce que vous posez la main sur le problème qui a bloqué le développement de l'Algérie, bien qu'elle a eu quand même disons, un certain élan durant le pouvoir de Boumedienne, où il y a eu une volonté d'industrialiser l'Algérie, où il y avait une dynamique d'industrialiser l'Algérie, mais c'est un élan qui a été cassé. On l'a fait sauter en plein vol. Euh, donc, vous, en tant que ministre de l'Industrie, en tant qu'ex-ministre de l'Industrie, pouvez-vous vous nous expliquer comment, quels sont les mécanismes, comment ce néocolonialisme continue à piller les pays du Sud, donc à titre d'exemple l'Algérie, par ces partenariats qui, en réalité, servent uniquement le côté de l'export. Je ne peux même pas parler de néocolonialisme parce qu'il n'y a pas de néocolonialisme. Il y a un colonialisme qui se perpétue par différents moyens. L'actuelle visée coloniale, elle utilise exactement ce que l'ancienne variante coloniale utilisait, des supplétifs. Des gens qui, consciemment ou inconsciemment, considèrent que des partenariats avec ces parties-là coloniales, et quand je dis colonial, ça ne veut pas dire celui qui nous a colonisés uniquement. Parce que tous les gens qui ont une logique coloniale, maintenant on me parle des Anglais, si les Anglais ont colonisé l'Égypte ou l'Ouganda ou les Zimbabwe et non pas l'Algérie, ce n'est pas pour autant qu'ils ont des visées plus gentilles envers l'Algérie, vice-versa, bien sûr, les Français avec les Ougandais. La vision coloniale du monde, la vision exploitatrice du monde, elle se manifeste, elle s'affiche dans les agissements, dans les actes, dans la diplomatie agressive de ces pays et qui se battent tous, moi à mes yeux. Et je ne pense pas qu'il y en ait un seul, justement, qui pourrait essayer de transformer ces pratiquement, je dirais, victimes et supplétifs en partie de la population en futurs alliés et rivaux économiques ou commerciaux. Donc, c'est idiot. Maintenant, si on parle de transfert de technologie, je ne connais pas beaucoup de gens sur cette planète, y compris moi d'ailleurs, qui accepteraient de faire passer une technologie, un savoir-faire ou un brevet entre les mains de quelqu'un, justement, auquel on vend tout le temps des gadgets, justement, grâce à ces brevets. Donc, personne ne va vous apprendre à pêcher s'il continue à vous vendre du poisson. Autant faire comme les Chinois. Les Chinois, ils ont fait du reverse engineering. Moi, je n'ai jamais entendu parler
des Chinois de transfert de technologie. Ils n'ont jamais négocié avec aucune société qui est allée chez eux quand ils ont justement lancé leur émergence économique un éventuel transfert volontaire de technologie. Il y a des brevets qui s'achètent, il y a des brevets qui se volent, il y a des sociétés qui se copient, il faut avoir des bons ingénieurs. Justement, durant les années 70, le défunt Boumediene, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé par tous les moyens de former à partir des enfants de paysans cette élite d'ingénieurs justement qui pourraient commencer par comprendre certains process industriels, mais qui étaient très performants et qui passeraient justement dans une seconde phase à la copie de ces process industriels, à la production de ces process chez elles. Il n'a jamais été question de ramener un partenaire pseudo-économique et en plus sur nos propres fonds, et en espérant que ce monsieur-là va bien avoir la gentillesse de nous laisser tout son savoir-faire en partant, s'il part un jour de toute façon. Et il partira, parce qu'il partira quand il n'y aura plus rien à gratter. D'ailleurs, ils sont en train de relocaliser maintenant, là où ils avaient fait des délocalisations, pour aller profiter de main-d'œuvre à bon marché ou peut-être même de certaines facilités fiscales, d'optimisation fiscale offerte par certains pays, surtout africains. Mais maintenant qu'ils sentent le vent tourner chez eux, ils relocalisent. Et même beaucoup de pays de la région en Afrique qui prétendent avoir une industrie, je dirais par exemple, on va essayer l'industrie automobile. Il n'existe pas d'industrie automobile africaine. C'est une blague de mauvais goût. Si jamais les constructeurs occidentaux délocalisent demain, vous allez trouver un terrain vague. Vous n'allez pas trouver les restes d'une industrie ou un savoir-faire industriel et encore moins une marque locale ou un savoir-faire local. Il n'y a que le Nigeria qui a deux ou trois marques locales que je dirais peut-être qui sont semi-artisanales, mais qui ont quand même ce mérite d'être des marques locales avec des concepts locaux et un engineering local. Pour le reste, c'est juste des investissements. Ça aurait pu être aussi bien des coffrettes que des voitures, que des hélicoptères. Vous appelez ça comme vous voulez, mais ce n'est pas de la coopération industrielle. La seule stratégie industrielle viable et fiable, nous l'avions dans les années 70, où il était question d'un côté de valoriser nos matières premières, et de ne pas les brader, justement, ne pas devenir une sorte de mine à ciel ouvert pour les groupes étrangers, mais de donner justement une capacité de transformation primaire et secondaire à nos matières premières. Donc nous avons construit les grands complexes sidérurgiques, les grands complexes pétroliers et pétrochimiques. On a construit aussi des industries pour la transformation des produits naturels, comme la laine, pour créer une industrie textile à partir d'un terreau quand même d'élevage qui, à l'époque, avait déjà les 15-20 millions de têtes d'ovins et les 2 millions de têtes de bovins. Donc, il y avait une vision d'ensemble, il y avait une stratégie dans laquelle, justement, on devait s'inscrire en deuxième phase, l'inscription de petites et moyennes entreprises locales qui utiliseraient justement cette matière pour créer de la valeur ajoutée locale jusqu'à arriver au produit fini. Maintenant, dans certains créneaux, l'État est allé juste à produire le produit fini. Il est allé pratiquement de l'amont à l'aval. Il est parti de la laine dans la steppe jusqu'au pull vert, en créant de grandes unités industrielles publiques qui plus tard ont coulé et qu'on a accusé justement de ne pas être rentables, alors que rien ne permettait de le dire parce que la clientèle locale existait, les prix étaient très compétitifs du moment que la matière première était locale. Le personnel, même s'il était pléthorique, en le payant, ce personnel-là, il n'utilisait pas ses dinars en les convertissant en devises, il les bouffait ici. Donc, c'est une masse monétaire qui tournait ici et qui permettait quand même un minimum de confort aux ménages locaux. Nous avions aussi, avec nos alliés de l'époque, à l'époque c'était l'Union soviétique, la Chine n'avait pas encore émergé industriellement, lancé de gros des complexes sidérurgique et surtout le domaine minier. C'est à partir de 1982 que justement, moi, à l'époque, j'avais 19 ans, j'étais encore jeune. J'étais choqué quand même de voir dans un journal qui représente la symbolique de novembre, c'est le journal Moujah, de voir en première page la photo de François Mitterrand et au-dessus écrit un grand ami de l'Algérie.
Là, c'est curieux parce que je suis né dans un environnement quand même qui est assez politisé sur l'histoire de l'Algérie. Et tout le monde me disait, même quand j'étais gosse, que ce Mitterrand-là, c'est lui qui avait voté les pouvoirs spéciaux aux parachutistes. Et c'est lui qui avait entamé les exécutions massives de prisonniers par la guillotine. Donc ce monsieur est devenu le grand ami de l'Algérie. Là déjà, j'avais senti à l'époque un couac. Il y avait quelque chose qui clochait dans la démarche. Mhm. Les résultats n'ont pas démenti mon pressentiment. Les résultats, on les voit aujourd'hui. Moi, quand je suis arrivé au ministère de l'Industrie, je n'ai rien trouvé qui soit fait de sérieux, d'utile à ce pays, d'autre que ce que vous me dites en avez laissé. Le problème, c'est que j'avais trouvé des ruines de ce que vous me dites en avez laissé, parce que non seulement ils n'ont rien fait durant 40 ans, mais ils ont passé 40 ans à essayer de casser ce qu'il a fait sans réussir, parce que comme son investissement avait quand même un volet social, il employait des gens, il leur était difficile de démembrer tout ce tissu industriel au su de tout le monde et au détriment des employés sans qu'il y ait une réaction qu'ils ne pourraient pas contrôler, maîtriser. Donc, il y a eu toutes sortes de lois, toutes sortes de textes pour pouvoir démembrer ce tissu industriel. Ça a réussi. Par certains côtés, ils ont démembré tout ce qui était petites entreprises publiques, ils ont démembré des circuits de distribution publique, mais ils n'ont pas réussi définitivement à casser les gros complexes publics, mais qui aujourd'hui, je dirais, sont peut-être moribonds, mais je pense pouvoir les ressusciter. Et puis, je pense aussi faire participer le privé local qui a une vision d'ensemble, une vision stratégique qui s'inscrit dans la vision du gouvernement, dans la relance d'une industrie locale qui fait réellement de l'intégration. C'est ce que je voulais. Je ne voulais pas justement faire cet antagonisme entre un secteur public qui est le seul héritage industriel que nous avons en Algérie et un secteur privé qui est justement l'avenir de ce pays si jamais il s'aligne sur une vision stratégique dans l'intérêt de son pays. Et pas le secteur privé parasitaire qui vous dit non, moi je suis là parce que le secteur public doit disparaître. Celui qui veut faire disparaître un autre secteur pour exister, pour moi, il n'a pas le droit d'exister. Si tu es si capable que ça d'exister, tu n'es pas obligé d'attaquer l'autre secteur. Tu peux avancer, faire ton chemin selon nos besoins, selon nos lois et bien sûr selon nos visions. Mais sinon, si tu es obligé de me casser, oui, je vous en prie. Quand vous dites, Monsieur le ministre, qu'il y a eu, qu'on a tout fait pour démanteler ce qui a été fait durant la décennie de Boumedienne, est-ce que c'était fait à dessein ou par erreur idéologique parce qu'on était obnubilé par les concepts du néolibéralisme euh, qui était une sorte de comment dirais-je, qui vendaient le rêve de la croissance euh, perpétuelle et ainsi de suite. Qu'est-ce que C'est vous un en... mélange de tout ça. C'est un mélange de tout ça. Certains étaient pratiquement intoxiqués justement par cette fameuse doctrine de la croissance perpétuelle. Enfin, la plupart ne savent même pas ce qu'est la croissance dans ses fondements. Parce que moi, je l'avais dit que la croissance telle qu'elle est présentée aujourd'hui, c'est une gigantesque supercherie. En réalité, ce n'est pas une addition, c'est une soustraction de ressources. Quand on compte la croissance à un chiffre ou à deux chiffres, quand on la compte globalement, oui, ça a l'air de gonfler. Mais quand on la compte dans la poche de quelques-uns au détriment de la majorité, c'est une soustraction. Donc, quand on transforme pratiquement des marges commerciales indues, je dirais même crapuleuses, en valeur ajoutée, pas juste par le simple changement de sémantique, évidemment, il y a une supercherie. Mais d'autres avaient cette volonté délibérée de casser le secteur public. Maintenant, je ne sais pas. Est-ce que c'est sur injonction de parties étrangères, ce qui ne m'étonnerait pas du tout parce que ils savent que tous les pays qui ont un secteur public sont difficiles, assez difficiles quand même à prendre en charge au niveau justement de la logique capitaliste, à inscrire justement dans cette logique de pillage. Ou bien, est-ce que c'est local? Est-ce que c'est des gens qui, dogmatiquement, pour des intérêts personnels ou de groupe, ont décidé de liquider justement ce tissu industriel?
Et je vais vous dire, il y avait une loi, la fameuse la 0104, 0401, c'est une ordonnance d'ailleurs, c'est une ordonnance présidentielle, ce n'était même pas une loi, c'est une ordonnance qui portait sur la privatisation. Et c'est de cette ordonnance qu'est né le Conseil des participations de l'État. Le Conseil qui est censé aujourd'hui gérer les participations de l'État dans les entreprises publiques, toutes disciplines confondues, est un conseil qui a été créé spécialement pour privatiser. Il y a eu des privatisations qui relèvent pratiquement du banditisme, il y a des pseudo-privatisations où on a cédé un complexe gigantesque pour un bout de pain, pour le racheter plus tard à 20 fois la valeur de cession, et en plus dans une situation calamiteuse. Le fameux partenaire à qui on avait cédé avec l'espoir d'en faire un géant sidérurgique, on a fait une ferraille. Et nous l'a revendu, alors qu'on lui a vendu un complexe qui tournait au prix de la ferraille, il nous a revendu une ferraille au prix du complexe. Comment ils ont réussi justement cet exploit? Maintenant, c'est aux auteurs de cet exploit de se justifier. Moi, quand je suis arrivé, j'ai trouvé que pratiquement le fameux complexe auquel je tiens jusqu'à aujourd'hui, c'est un complexe qui a été conçu à son époque de manière modulaire pour pouvoir produire 2 millions de tonnes de fonte brute et passer justement par phase à 10 millions à l'horizon de 2000. Là, nous sommes en 2022. Il tourne à 220 000, il tourne à peu près à 600 000 en ce moment avec tout ce qu'on a pu réparer dedans. Mais ce complexe-là, c'est pratiquement la copie conforme du fameux complexe Azovstal. 1000 hectares, là, c'est 903 hectares. Ils répondent à la même logique, ils ont été construits d'ailleurs par la même puissance, par l'Union soviétique, selon la même vision de la sidérurgie qui est la base de toutes les industries. Ça, c'est la vision de l'Union soviétique depuis Staline. C'est valable avec la Russie d'aujourd'hui. C'est la vision de l'Allemagne de Bismarck. C'est la vision des Japonais de Meiji. C'est la vision pratiquement de tous les pays qui veulent construire une assise industrielle. Et donc, j'arrive là-bas, je trouve que des gens avaient réservé presque 1000 hectares à ce complexe avec l'idée de les remplir un jour avec un gigantesque complexe qui se trouve pratiquement à 120 km des mines et à 15 km du port. Et le port le plus proche de l'Est, donc des marchés potentiels aussi pour le charbon, parce que les hauts fourneaux fonctionnent en charbon, le charbon venant d'Ukraine, l'Ukraine c'est à l'Est. Disons que les gens qui ont conçu tous cette vision des choses, ils avaient une suite dans les idées. Ce n'est pas quelque chose qui a été implanté là par hasard, comme ça, parce qu'un Wadi ou quelqu'un comme ça a décidé que ce serait à là-bas et pas ailleurs. Ce positionnement là-bas répondait pratiquement à tous les critères qu'aurait choisi n'importe quel patron d'une multinationale pour implanter un complexe. Donc, je retrouve le complexe en déshérence, pratiquement en déstructuration avancée. Et là, quelqu'un qui touche à la sidérurgie, c'est quelqu'un qui touche à l'ambition industrielle du pays. Pour moi, il n'y a pas d'autre industrie. Ce n'est pas les gaufrettes et les petites transformations de chocolat, les limonaderies. Ça, ce n'est pas d'industrie. Ça crée de l'emploi. Mais à quel prix? C'est nécessaire dans n'importe quel pays, mais à quel taux? On ne va pas envahir le pays de futilité et de producteurs je ne sais pas quoi, de diabète à long terme et casser l'assiette industrielle. La pétrochimie n'a pratiquement pas avancé depuis qu'ils ont cassé le plan valide. C'est aujourd'hui qu'on est en train de réfléchir justement à lancer de la pétrochimie à des coûts quand même qui ne sont plus ceux des années 80. Si on avait terminé la valorisation de nos hydrocarbures à partir de 79 au lieu de faire demi-tour justement sur les conseils du fameux Mitterrand, aujourd'hui on serait en train ou d'exporter des produits finis ou bien au moins de transformer localement et de produire beaucoup de nos besoins en plasturgie par exemple, en produits plastiques chez nous au lieu de les importer. On importe même de l'après-fort. Donc, parler d'indépendance industrielle et économique de manière globale ne passe pas ni par la précipitation vers des investissements légers, des investissements qui nous collent au port, qui nous obligent à importer les intrants, et en plus importer les intrants de chez ceux à qui on a vendu la matière première pour ces intrants. D'accord. Donc, une dernière,
Une dernière question, il nous reste 3 minutes, une dernière question. Euh, donc, l'idée est arrivée, mais j'aimerais poser la question par rapport à la formation justement de l'ingénierie, du capital humain ingénieur pour l'industrie. Est-ce que vous pensez que l'Algérie a une école, en particulier des écoles d'ingénieurs ou des universités qui forment à un niveau où elle peut espérer une main-d'œuvre qui lui donne une indépendance industrielle? Au risque de vous étonner, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est les débouchés qu'il n'y a pas pour cette main-d'œuvre qualifiée. Mm. Alors, les universités, les instituts spécialisés, les écoles spécialisées, ça va de l'ouvrier professionnel dans les écoles de formation jusqu'aux grands instituts supérieurs, forment de la main-d'œuvre de qualité qui maintenant travaille ailleurs. Dans le domaine de la pétrochimie et de l'exploration pétrolière, ceux qui sont formés à Boumerdès, les gens les volent à la Sonatrach pour les utiliser dans les pays du Golfe. Et c'est valable dans toutes les filières industrielles. Le problème qui se pose, c'est que nous avons suivi la mauvaise voie. Quand on fait du faux capitalisme et qu'on ramène des contrebandiers pour faire de fausses usines, forcément qu'ils ne vont pas vous recruter la main-d'œuvre qualifiée à un bon prix. Ils préfèrent recruter des manutentionnaires. Lui, il a besoin de manutentionnaires, quelqu'un qui fait une fausse industrie. Pourquoi diable il va payer un ingénieur à 200 000 dinars parce qu'un bon ingénieur, il touche 3 000 euros s'il va dans le plus proche pays voisin. Donc, si vous lui donnez 40 000 dinars, il ne va pas travailler. Il va travailler, mais bon, le pauvre, il ne va pas tellement avancer. En plus, vous n'en avez pas besoin. Vous avez besoin d'une sous-main-d'œuvre sous-qualifiée. D'ailleurs, j'avais mis dans la grille d'évaluation des projets un critère de qualité de la main-d'œuvre. Parce que certains, pour faire passer leurs projets pour des projets géniaux,